Merci de nous rejoindre. Je vous invite à regagner vos places car nous allons tout de suite débuter une nouvelle table ronde au Paris-Saclay Summit, une conférence que nous avons choisi d'intituler « Universités et organismes de recherche ». De la recherche aux innovations pour la société. Pour en parler avec nous sur la scène de la salle Marie Curie de l'EDF Lab, nous avons à nos côtés Jean-Luc Moulet, le directeur général délégué à l'innovation du CNRS, que l'on peut applaudir. À ses côtés également Estelle Iacona, la présidente de l'Université Paris-Saclay. Et pour mener brillamment les échanges, et oui, grosse pression, Olivier Hertel, journaliste au Point. Et nous allons consacrer les 5 ou les 10 dernières minutes de cette conférence pour vos questions à l'issue de vos échanges. Et avant cela, Olivier, à vous de jouer. Okay, merci beaucoup. On peut commencer tout de suite. Donc, on va parler beaucoup de recherche, et en particulier de recherche fondamentale et d'innovation. Et je pense que peut-être, je ne sais pas exactement si tous les gens dans la salle sont familiers avec ces notions-là, mais on peut déjà peut-être commencer par définir ce que c'est que la recherche fondamentale, et si on la compare à la recherche appliquée et aux innovations. On peut commencer par ça? Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale? Mais allons-y. Donc, recherche fondamentale, recherche scientifique, c'est une recherche qui est mue essentiellement par la curiosité. L'idée de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre et de l'expliquer. Cette recherche-là, a priori, elle est désintéressée. C'est vraiment sa finalité, c'est elle-même, c'est la production de connaissances. Et c'est ce qui se passe au CNRS dans différents domaines, en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie, sciences de l'environnement, sciences humaines et sociales. Donc toutes ces recherches-là, toutes ces recherches scientifiques, elles sont conduites par 35 000 personnes chez nous. Et la spécificité, c'est qu'il n'y a pas un laboratoire CNRS quelque part. C'est en fait, on a la supervision, la tutelle ou la co-tutelle d'1 millier de laboratoires en France et d'une centaine à l'étranger. Et chacun de ces laboratoires, c'est une forme de joint venture, c'est une unité mixte de recherche avec une université, avec une école d'ingénieurs ou avec une entreprise. Et cette recherche qui est conduite dans ces laboratoires, on peut la qualifier de recherche fondamentale ou de recherche scientifique, mais la vérité, c'est qu'il y a un continuum entre cette recherche de base et puis la recherche appliquée, comme vous avez mentionné, ou même l'innovation. Et notre objectif, finalement, au-delà de la production de connaissances, c'est vraiment d'amener cette recherche fondamentale au service de la société et donc d'être en mesure de pouvoir aller sur tout le chemin qui va d'un résultat fondamental de recherche à une innovation qui sera mise sur le marché. Du coup, c'est le même esprit aussi pour l'université, je suppose? Alors, c'est complètement le même esprit, d'autant que la plupart de nos laboratoires à l'Université Paris-Saclay, on a un peu plus de 200 laboratoires sur un spectre académique extrêmement large qui couvre les sciences humaines et sociales, la santé, les sciences de la vie, la physique, la chimie, l'ingénierie, etc. Et une bonne partie de ces laboratoires sont des unités mixtes avec des organismes de recherche et en particulier avec le CNRS. Donc, par définition, le projet scientifique d'un laboratoire, c'est un projet commun entre une université, quelquefois une école, un organisme de recherche. Et ce projet, il a pour objectif de délivrer, si je puis dire, à la société des connaissances, la compréhension du monde et de mettre cette connaissance à disposition de l'ensemble de la société sans frontières. Donc cette notion d'international est aussi extrêmement important. Et aussi de transférer ces connaissances en premier lieu des étudiants, puisque dans une université, on forme des étudiants de Bac+3, Bac+8. Donc le transfert des connaissances pour permettre à la nouvelle génération et aux jeunes professionnels que l'on forme d'être up-to-date, d'être au plus près de la production de connaissances. C'est ce qu'on appelle souvent la formation par la recherche. Ça ne veut pas dire pour la recherche. On ne forme pas tous nos étudiants pour faire de la recherche, certains, puisqu'on veut aussi des jeunes générations de chercheurs, mais on forme par la recherche pour permettre à tous nos diplômés. Pour donner une idée, à l'Université Paris-Saclay, je vous parlais de 200 laboratoires de recherche. On diplôme chaque année 20 000 étudiants en moyenne. Ce qui veut dire, ce que je dis souvent, parce qu'on va parler d'innovation, 20 000 innovateurs. Ce ne sont pas tous des entrepreneurs qui vont créer des startups. Par contre, ce sont tous des étudiants qui ont été formés par la recherche parce qu'ils sont au plus près des laboratoires que nous avons en commun et de la production de la production de connaissances. Et donc, ils seront capables dans leur métier, quel que soit leur métier, de porter les transitions de demain et d'imaginer la société plus juste et plus équitable
que l'on souhaite pour demain. Alors, du coup, comment on fait pour faire cette transition entre la recherche fondamentale, les innovations et la recherche appliquée? C'est pas forcément évident, parce que cette recherche, elle n'est pas très contrainte au départ. Comme vous le disiez, c'est plutôt l'intuition des chercheurs. Et après, il y a des attentes qui peuvent être des attentes économiques, etc. Donc, comment on fait justement pour opérer ce transfert? Est-ce que vous envoyez des gens dans les labos repérer les bonnes idées, les bons sujets? Est-ce que c'est les chercheurs qui reviennent vers vous? Comment ça se passe? Peut-être juste un point sur la curiosité et que moi je qualifierais aussi, et je pense qu'on est complètement d'accord, on en parle très souvent, de la liberté académique. C'est la liberté académique, c'est évidemment la notion de curiosité de chaque individu, de chacun des chercheurs et enseignants-chercheurs, et c'est sa capacité qu'il a pendant toute sa carrière de développer un projet de recherche qui peut, d'un point de vue fondamental, être relativement unique ou relativement linéaire et avoir des applications extrêmement variées. On a plein d'exemples à vous donner pour vous montrer à quel point un sujet qui est très fondamental peut aller vers plusieurs applications de manière assez différente. Mais ce qui permet aux chercheurs et à l'enseignant-chercheur de produire toute cette connaissance, c'est la liberté académique que la société et que nos établissements lui donnent, et le temps long qui va avec. On ne peut pas parler de recherche fondamentale sans parler de temps long. Et cette liberté académique, elle se traduit également par le fait qu'il n'y a pas de coercition. C'est-à-dire qu'un projet d'innovation doit venir de la volonté, de l'envie du chercheur. Et alors, notre travail, peut-être en premier lieu, ça consiste à donner envie, à faire en sorte que des personnes dont le métier, dont le choix de vie est la recherche, aient envie à un moment donné de bifurquer un petit peu pour faire en sorte, au lieu de passer sur le projet N+1 de recherche fondamentale, de se dire, tiens, là j'ai des résultats qui sont intéressants, qui sont valorisables, ben, j'ai envie d'approfondir dans cette voie-là et faire en sorte que mon résultat de recherche puisse se transformer en technologie utile à terme pour être introduite dans un produit, donc créer une innovation et être mise sur le marché. Donc, premièrement, donner envie, ça c'est fondamental, et on est dans un écosystème aujourd'hui qui tend à ça. Beaucoup de choses ont été faites, je ne parlerai pas de la Startup Nation, mais on est un petit peu dans cet environnement-là, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est prise en main par les universités, par le CNRS, les organismes de recherche de manière générale, par BPI France et par d'autres dans les laboratoires, pour sensibiliser à la notion d'innovation et faire en sorte que les chercheurs aient envie de passer ce cap. Une fois que ce déclic est là, en fait, ce déclic, on va l'accompagner. On l'accompagne par des équipes qui sont sur le terrain, pour nous dans les délégations régionales du CNRS, qui sont en mesure de pouvoir détecter ces projets, détecter ces envies et l'accompagner de deux manières. Il y a d'une part un truc qui est très technologique finalement. On part d'un résultat de recherche qui est quelque chose qui est assez frustre. En gros, ça se matérialise par une ou des publications scientifiques qui témoignent d'expériences qui ont été faites, etc., ou de démonstrations. On ne crée pas une boîte sur un papier de recherche. En revanche, il va falloir que l'on amène des choses concrètes, et donc qu'on crée d'abord des preuves de concept, et ensuite qu'on aille vers des prototypes, etc. Et donc ce faisant, c'est un cheminement technologique qui va dérisquer le sujet, tout en amenant une maturité technologique aux résultats de recherche. Donc ça, c'est un accompagnement qui est fait chez nous, ça s'appelle de la prématuration dans un premier temps, puis de la maturation dans un second temps. C'est un accompagnement qui est fait de manière financière auprès des chercheurs, qui vont lui permettre de recruter des ingénieurs, d'acheter un peu de matériel, etc., de façon à aller, dans un premier temps, vers cette preuve de concept tangible, et dans un second temps, auprès d'une SAT, on reviendra peut-être sur les SAT, pour aller vers de la maturation et vers un prototype. Donc il y a cet accompagnement qui se traduit par un accompagnement financier, mais de manière technologique. Et en parallèle de ça, on a un deuxième type d'accompagnement, qui est un accompagnement méthodologique. Parce qu'un chercheur, quelqu'un qui a fait sa carrière dans la recherche académique, le monde de l'entreprise, sauf exception, il ne se connaît pas. Donc on a besoin de voir avec lui comment lui fournir les rudiments, finalement, le langage, les codes qui vont lui permettre d'évoluer dans cet environnement-là. Donc ça veut dire comment on fait une étude de marché, comment on fait un business plan, comment on recrute une équipe, comment on va faire un pitch commercial, un pitch auprès d'investisseurs. Donc tout cet accompagnement méthodologique, il a besoin d'être fait, encore une fois, parce qu'on parle de personnes qui ne sont pas de cet univers-là, de façon à ce qu'ils puissent
évoluer, naviguer dans cet univers du capital risque et de l'innovation qui n'aurait pas familier spontanément. Alors, même l'émergence de l'idée, c'est-à-dire que si elle ne vient pas du chercheur, est-ce que vous avez aussi un rôle de détection? Est-ce que vous allez, suite à des publications importantes issues de vos laboratoires, et vous dire, bah, tiens, là, il y a peut-être une molécule intéressante qui pourrait être développée, qu'on pourrait justement essayer de commercialiser ou même en faire un projet? Est-ce que ça, Oui. ça fait partie de votre rôle? Oui, ça fait partie de notre rôle complètement, et ça fait partie de cette manière de vouloir détecter pour donner envie, parce que notre mode de pensée, il est plutôt dans les équipes innovation, plutôt naturellement tourné vers la valorisation. Donc la lecture des publications et autres permet d'identifier des opportunités. Mais ensuite, on n'est qu'incitatif. Encore une fois, on n'est pas coercitif vis-à-vis des chercheurs. Et de toute façon, rien ne peut se faire sans eux. Il serait illusoire, à partir d'une publication scientifique, de se dire je prends quelqu'un d'autre qui n'a pas participé aux travaux de recherche, prends le papier de recherche, faisons quelque chose. Justement, on peut évoquer ça, c'est est-ce que le chercheur est le bon profil justement pour mener un projet de développement d'une start-up ou d'une entreprise de manière générale? Mais comme tout projet, je pense que le développement d'une start-up, c'est une équipe, de toute façon. Donc il faut évidemment qu'il y ait de l'innovation, issue d'un laboratoire, issue d'une équipe, portée par un chercheur ou plusieurs. Hein. Souvent, on a des exemples sur le territoire de technologies issues d'un laboratoire, de nanotechnologie autour de la technologie quantique, par exemple, où c'est une équipe une directrice de recherche CNRS, un postdoc, et peut-être un doctorant. En tout cas, c'est vraiment une équipe. Julie, on peut la citer, je crois. Non, je parle de Pascal Senlar, et donc d'une entreprise qui est issue du C2N, un laboratoire de nanotechnologie de l'université, et autour de la technologie quantique. Et donc, évidemment, on parlera peut-être d'Alain On va prendre 5 minutes pour expliquer. Non, mais donc il y a déjà une équipe à la base de l'innovation d'un point de vue académique et scientifique. Et puis, évidemment, ces personnes doivent être entourées d'autres compétences plus commerciales, plus développement, avec l'accompagnement dont on parlait à l'instant. Et imaginez qu'effectivement on puisse interchanger les individus pour avoir que je sais pas, que des commerciaux, des business développeurs à la tête d'une start-up techno, au sens-là, ça ne marchera pas de toute façon. Mais je veux aussi mentionner le fait que tout chercheur et enseignant-chercheur n'a pas vocation à tout faire. À l'Université Paris-Saclay, par exemple, on a 8000 chercheurs et enseignants-chercheurs, répartis sur toutes les thématiques dont je parlais tout à l'heure. On n'a pas vocation à avoir 8000 créations de start-up sur la base de chacun de ces individus. Évidemment, ça va dépendre des évolutions de carrière, ça va dépendre des technologies, ça va dépendre... Et c'est souvent l'équipe elle-même qui sait à quel moment il faut transférer, à quel moment le projet est suffisamment mûr pour être transféré. Et ce qui est important de notre point de vue en tant qu'institution, c'est de les sensibiliser dès qu'ils arrivent dans nos établissements, pour qu'ils sachent que l'accompagnement existe, parce qu'ils peuvent avoir une envie, s'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir être accompagnés, d'être un peu tout seuls dans cette jungle du business, si je puis dire, ils n'auront peut-être pas envie d'y aller. Donc c'est vraiment un aller-retour. Oui, peut-être un élément à avoir en tête, c'est que Estelle parlait de temps long pour la recherche tout à l'heure, mais c'est également un temps relativement long pour la valorisation et l'innovation dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire le domaine des deep tech. Classiquement, Juste les deep tech pour que tout le monde comprenne si jamais... Alors les deep tech, c'est le monde de l'innovation qui repose sur des résultats de recherche scientifiques et autres. Classiquement, on peut dire qu'entre un résultat de recherche et une création d'entreprise, il va s'écouler plusieurs années. 3, 4, 5. C'est pas quelque chose qui se fait comme dans le monde du numérique des années 2000 où quelqu'un dans son garage va créer sa start-up sur la base d'une bonne idée. C'est la maturation technologique, la maturation d'un projet, ça prend beaucoup de temps. Et donc le travail du chercheur, finalement, d'accompagnement à ce processus, statistiquement, il va de manière un peu décroissante dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, il est 100% sur le projet, et puis ensuite, progressivement, son implication personnelle dans celui-ci va diminuer. Diminuer pourquoi? Parce que progressivement, on aborde des thématiques, des sujets, des questions qui sortent du champ scientifique et académique. Et donc, pour rebondir sur votre question, le chercheur, finalement, à un moment donné, va se poser la question, est-ce qu'il est la bonne personne pour conduire le projet de création d'entreprise et pour conduire l'entreprise qui a été créée, ou est-ce qu'il va devoir passer le relais à quelqu'un qui aura d'autres compétences que les siennes? Et c'est toujours un point un peu sensible, parce que c'est un passage c'est le bébé du chercheur. Il se fait un peu déposséder, c'est ça? Il se fait déposséder de son bébé, potentiellement. Et alors, est-ce que c'est dommage ou pas?
Ça dépend des compétences et du choix de chacun. Être patron d'une start-up, ça demande des compétences qui sont différentes des compétences d'un chercheur, et réciproquement. Alors, il se peut que des chercheurs aient spontanément ou acquièrent des compétences qui font d'eux d'excellents managers et d'excellents CEO. Statistiquement, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a assez peu. Ouais. C'est pas qu'il y en a assez peu, c'est que quand vous avez des champions du monde dans un domaine, autant rester dans ce domaine-là plutôt que de faire autre chose pour lequel on n'est pas forcément bon dès le départ. D'où l'idée, et c'est souvent dans les startups Big Tech, c'est associer relativement en amont des compétences complémentaires, compétences techniques qui sont amenées par le chercheur, techniques et scientifiques, associées à des compétences managériales qui sont amenées par d'autres, de façon à ce que ce binôme-là puisse constituer une équipe et puisse amener cette start-up sur les fonds baptismaux et la développer. Le rôle du chercheur, là, c'est vraiment, ça reste un conseiller scientifique qui reste à la fois à la pointe du savoir dans ce domaine-là. Oui, à terme, bon, il peut bien entendu, il faut être directeur technique, directeur scientifique de la start-up ou simplement conseiller scientifique. Ce qui est important de mon point de vue, c'est qu'il ait un pied dans sa start-up et qui conserve un pied dans son laboratoire. Sa valeur ajoutée va s'exprimer dans ces deux lieux de manière différente. Dans le laboratoire, il va continuer à produire des résultats de recherche pour approfondir les choses et renforcer de ce fait-là le champ de connaissances sur lequel la start-up va évoluer. Et dans le laboratoire, il va aider au transfert. Alors, il y avait un sujet un peu tabou au CNRS, même à l'université, sur la rémunération des chercheurs justement qui sont entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on est chercheur, CNRS ou université, qu'on crée une entreprise? Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est une motivation. Oui, alors gagner beaucoup d'argent, ça s'exprime de manière différente. Ça peut s'exprimer, on ne parle pas forcément sur son bulletin de salaire mensuel, mais c'est gagner beaucoup d'argent par une prise de participation au capital de la start-up qui elle-même va prendre de la valeur dans le temps, potentiellement beaucoup, et donc cette prise de participation va potentiellement rendre riche le chercheur, c'est très bien. Ensuite, sur le salaire mensuel, ça va dépendre des conditions dans lesquelles le chercheur est associé ou pas à la start-up. Mais il peut être rémunéré par la société en question et Il existe beaucoup de modalités pour un chercheur ou enseignant-chercheur d'avoir d'autres activités. Ça peut être une activité dans une start-up pour un temps donné. Il est mis à disposition, il est en disponibilité. Enfin, il y a beaucoup de modalités pour des projets qui ne sont pas forcément que des projets de start-up. D'ailleurs, ça peut être pour aller passer un certain nombre d'années dans une entreprise existante et qui n'est pas du tout une start-up. Il y a beaucoup de modalités qui sont adaptées aux projets professionnels, au-delà de la question de l'évolution salariale, mais surtout au projet de la personne qui peut avoir envie de revenir rapidement ou moins rapidement dans son établissement et dans son laboratoire. Donc ces modalités-là, que ce soit au CNRS ou à l'université, sont quand même assez flexibles et agiles. Et la loi Pacte qui a été votée il y a 2-3 ans, en fait, facilite grandement ces allers-retours entre le public et le privé et vraiment permet aux chercheurs d'aller s'épanouir dans la start-up s'il crée une start-up et de revenir quand il le souhaite dans le secteur public. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets justement de projets de recherche, de résultats de recherche très fondamentaux qui ont été transformés justement en innovations qui aujourd'hui sont assez remarquables? Oui, alors on a évidemment sur Saclay peut-être avec plusieurs exemples. Un exemple que je trouve intéressant qui vient d'un laboratoire de l'UVSQ, de l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui fait partie de l'Université Paris-Saclay. C'est une équipe de chimistes qui travaille sur le molybdène, qui a travaillé pendant de nombreuses années sur le molybdène, qui est un oligoélément, et qui avait comme application la production d'hydrogène. Donc là, on était sur chimie, production d'énergie, enfin un vecteur d'énergie. Catalyseur, peut-être sur les aspects de production, là en l'occurrence d'hydrogène. Et évidemment, ces travaux fondamentaux peuvent avoir de larges applications. Et ces dernières années, cette équipe s'est orientée vers une autre application qui n'a absolument rien à voir avec l'énergie, mais qui est plutôt sur les questions de biodiversité, puisqu'ils ont développé un procédé qui permet de créer du complément, à partir de ce molybdène, de faire du complément alimentaire pour les abeilles et de réduire, je crois, de 30% la mortalité des colonies. Donc on passe de la production d'hydrogène, donc on est sur des secteurs de vecteurs d'énergie, à la biodiversité. Mais à partir d'une même recherche fondamentale autour, c'est de la biologie, de la chimie, au sein du même laboratoire et d'une équipe de... c'est ça, c'est qu'on réalise que des résultats de recherche peuvent avoir des applications qui sont très variées, mais surtout qu'avec des mécanismes un peu qu'on peut retrouver à la fois dans la chimie industrielle, on peut aussi en tirer un bénéfice pour la biologie et pour l'écologie. Donc c'est vraiment un point important. Donc, comment s'appelle l'entreprise, si on peut la citer? L'entreprise s'appelle Oligofeed.
D'accord, donc ça c'est les abeilles, je suppose. C'est les abeilles. Voilà. Okay. Peut-être au CNRS, j'imagine qu'il y a... Oui, alors les exemples sont foisons, puisqu'en fait, il y a une centaine de startups qui sont créées tous les ans à partir des laboratoires sous tutelle du CNRS, donc c'est autant de projets dans tout un tas de domaines. Mais je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée que les startups, c'est la seule voie de valorisation de la recherche fondamentale. Il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est le partenariat avec les entreprises. Ils sont des entreprises existantes qui donne lieu à une entente bien comprise. On travaille ensemble à des projets de collaboration de recherche sur des sujets qui intéressent l'entreprise, qui correspondent à peut-être à leur roadmap produit de long terme, et sur des sujets qui nous intéressent aussi. Et là où c'est bien compris, c'est que ces résultats de recherche vont pouvoir être transférés ensuite à ces entreprises qui vont les incorporer dans leurs produits. Pour prendre un exemple, avec le groupe Safran Landing Systems, on a, c'est sur Bordeaux, développé les technologies carbone-carbone qui ont été intégrées dans les trains d'atterrissage des avions, donc commercialisés par Safran Landing Systems. Et donc aujourd'hui, les Boeing, les Airbus qui volent et qui atterrissent, ils ne se crachent pas en bout de piste. C'est un peu grâce à cette technologie qui est issue de collaboration entre l'Université de Bordeaux, le CNRS et Safran. Vous pouvez nous en dire plus sur la technologie en question? Parce qu'il y a encore des avions qui se crachent, ils n'ont pas tous ce système-là finalement. Mais... C'est quoi cette... Est-ce qu'on peut d'abord vérifier qu'il y a bien cette technologie dans l'avion qu'on va prendre? Et est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur le... On pourrait essayer d'aller en bout de piste pour essayer de regarder un petit peu dans les trucs, ouais. Alors, en fait, ce que vous dites là est intéressant parce que ça illustre aussi la difficulté de la traçabilité entre le résultat de recherche scientifique et le produit. Parce que quand vous voyez un train d'atterrissage, effectivement, il faut aller... c'est un système, c'est un petit système avec plein de technologies. Et parmi ces technologies-là, il y en a une qui correspond à des résultats de recherche qui ont été créés il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs, à Bordeaux. Donc, cette traçabilité, elle n'est pas toujours évidente. Si vous prenez un véhicule, de manière générale, ça va être difficile de voir le lien entre les résultats de recherche. Pourtant, ils sont là. Alors, il y a des endroits où c'est plus simple. En pharmacie, on voit le lien assez facilement entre une molécule thérapeutique et les résultats de recherche qui ont été faits. Donc ça existe. Bon, sinon, pour prendre d'autres exemples, puisque toujours dans le domaine de la collaboration avec les entreprises, ici pas très loin, on a avec Thales un laboratoire commun, CNRS Thales, qui travaille dans le domaine de la spintronique. Alors la spintronique, c'est l'électronique de spin, sachant que le spin, c'est les mouvements magnétiques internes des électrons. Là, tout le monde a compris. Tout le monde a compris, voilà, peu importe. Donc c'est un laboratoire commun entre le CNRS et une entreprise, et on pourrait se dire, on fait là-dedans de la recherche appliquée, etc. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un laboratoire dans lequel Albert Fert a travaillé, a obtenu un prix Nobel sur la base de ces travaux-là, et donc c'est vraiment... Si c'est reconnu par un prix Nobel, c'est quand même que ça atteste de la qualité scientifique fondamentale des travaux qui ont été faits. Et par ailleurs, ça a donné des résultats extrêmement concrets, puisque la magnétorésistance géante qui découle de ces travaux, c'est des technologies qui ont été employées sur la lecture des disques durs, sur les mémoires RAM et plein d'autres choses. Le stockage de l'information, ça vient d'un prix Nobel. Enfin, le stockage d'information magnétique, ça vient d'un prix Nobel. Ce type de stockage d'information qui a un peu révolutionné d'ailleurs toute la technologie dans ce domaine-là. Exactement. Et ce stockage de l'information, c'est toujours des sujets de recherche importants qui prennent aujourd'hui d'autres voies. Et je pense en particulier au stockage de l'information sur ADN. Donc là, c'est le lien finalement entre l'informatique et la biologie. Comment être capable de stocker de manière stable, permanente, sans recours à beaucoup d'énergie, de l'information dans des molécules d'ADN et pouvoir ensuite récupérer cette information-là. Donc ça, c'est une nouvelle frontière, finalement, dans le domaine du stockage de l'information. Et là, on peut raisonnablement penser qu'aussi bien Albert Fert sur le magnétisme et Crick et Watson sur l'ADN, quand ils ont décrypté la structure de l'ADN, avaient aucune idée des applications possibles qu'on voit aujourd'hui découler de leur prix et de leur recherche. Je suppose que c'est le côté un peu inattendu de la recherche fondamentale, c'est que de temps en temps, il y a des très très bonnes surprises. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes surprises, ça n'arrive pas par magie non plus. Hein. Quand Alain Aspect a mis en place ses premiers travaux, il y a plusieurs dizaines d'années, sur la compréhension très très fondamentale de l'intrication quantique, il y avait une volonté, encore une fois, de compréhension extrêmement fine et profonde d'un phénomène physique. Et à chaque fois qu'on parle de recherche fondamentale, c'est une compréhension d'un phénomène extrêmement fin, qui n'avait pas été compris avant. Et à partir du moment où ce phénomène est compris, à un moment donné, il peut donner lieu
à une innovation, mais c'est pas 10 ans après que quelqu'un se réveille et se dit tiens, hop, on va créer une start-up. Il y a évidemment il y a des équipes qui travaillent pendant plusieurs années, il y a des liens avec les entreprises qui se font aussi au fur et à mesure des années et qui aboutissent, pour le cas d'une technologie liée aux travaux, par exemple, d'Alain Aspect, à une entreprise dont je parlais tout à l'heure, j'ai cité les porteurs, qui s'appelle Candela, et qui vient d'ouvrir il y a quelques mois son usine à Massy, et qui vend des composants pour ordinateurs quantiques un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est intéressant cette notion de... J'en parle parce que c'est une notion de territoire. Tout à l'heure, François Durouvray, en introduction, disait que Paris-Saclay, c'est je ne sais pas comment il disait, on fournit des prix Nobel. Une histoire officielle de prix Nobel, voilà. Mais donc avec cette relation à l'international, toujours en lien à l'international, et parce que la recherche est internationale, elle doit être partagée à ce niveau-là. Et en retour sur les territoires, ou plutôt un ancrage sur les territoires, par les startups qui sont implantées, et puis par des liens avec les autres entreprises qui sont déjà sur le territoire, que ce soit des petites, que ce soit des grands groupes. On est dans un grand groupe ici. Et donc tout ce lien-là se traduit pas uniquement par la création d'innovation au sens... on a beaucoup parlé de startups, mais aussi je voulais parler des laboratoires communs, que l'on a avec différentes entreprises. L'Université Paris-Saclay, on en a plusieurs dizaines, qui sont souvent des laboratoires communs d'ailleurs, Université Paris-Saclay, CNRS et entreprises, et qui permettent d'avoir dans un lieu géographiquement identifié ou deux lieux géographiquement identifiés, des collègues de l'université, du CNRS et d'une entreprise qui travaillent sur un projet scientifique commun. Et donc ils vont forcément développer de la recherche fondamentale, avec une volonté, évidemment, de valorisation et de transfert au sens large. Donc ça, c'est un autre outil, c'est un autre dispositif. Et dans ces dispositifs-là, on positionne très souvent des doctorants CIFRE, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc des financements qui sont à la fois publics et privés. Et qui permettent, voilà, toujours dans l'idée de liberté académique et collaboration entreprise. Donc quand une équipe de recherche collabore avec une entreprise sur un sujet d'intérêt commun, c'est pas la prestation, c'est pas l'entreprise décide sur quoi elle veut travailler, le chercheur est à disposition. Non, c'est évidemment un intérêt commun, avec toujours pour le chercheur la capacité et la volonté de cette liberté académique et de sa capacité à publier. Alors, on l'a vu, donc la recherche fondamentale, c'est vraiment c'est fondamental, on va dire, pour la société, essentiel pour le développement économique aussi, mais on peut se dire aussi, les attentes souvent sont assez immédiates. La société a besoin de réponses rapides, de solutions rapides, si on prend le cas de la pandémie avec les vaccins et les traitements, etc. Et la recherche fondamentale, si on imagine un développement pour le futur, c'est plutôt on est plutôt sur le temps long. Alors est-ce que la recherche fondamentale est un peu en danger justement par rapport à ces contraintes et à ces attentes de la société, ou pas du tout, ou est-ce qu'elle a encore une chance de continuer Je sais pas s'il y a des chercheurs. Elle a une obligation de continuer et de réussir. Le temps long, c'est absolument nécessaire. On en a parlé plusieurs fois. Donc, la souveraineté d'un pays, l'Union européenne en l'occurrence, c'est d'anticiper tout ça. C'est pas, on a un problème un jour, hop, on se met à se dire tiens, on va recruter des tas de chercheurs sur ce sujet-là. C'est évidemment d'avoir une stratégie long terme, voire très long terme, pour avoir dans ces institutions des gens de très haut niveau qui, pendant des années, des dizaines d'années, travaillent sur les connaissances au plus profond de la science pour pouvoir en générer des innovations quand la société en a besoin. Parce qu'il y a aussi ce lien. La recherche fondamentale est aussi nourrie par le besoin de la société. Ce n'est pas dans un seul sens le continuum dont on parle. Ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la recherche fondamentale aujourd'hui est en danger, est menacée ? Non, je ne pense pas. On est dans un monde qui a besoin de science, qui a besoin de vérité scientifique. Quand on réfléchit qu'il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, on a besoin de pouvoir dire les choses. Alors c'est le rôle de la médiation scientifique, c'est le rôle de la vulgarisation. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a souvent un décalage entre les attentes, alors plus que sociétales, je dirais plus des attentes politiques, qui ont tendance à être des attentes de court terme, avec la capacité des communautés scientifiques à émettre des opinions, des avis. Parce que la science, elle se fait sur le temps long, d'une part, et par ailleurs, les opinions scientifiques se font par consensus et par construction progressive de ce consensus. On a bien vu au moment de la crise du Covid, c'est pas parce qu'une personne parle en son nom propre et émet un avis qui représente le consensus scientifique. Et ce consensus, pas du tout à qui vous faites allusion. Non plus. Surtout ici. Donc, ce consensus, il faut qu'il se passe, et c'est la force de la science. C'est-à-dire c'est la confrontation des points de vue qui fait émerger
ce que l'on appelle le consensus scientifique, qui est vrai pendant une durée donnée, et peut-être qu'après, au bout de quelques années, des nouveaux facteurs, des nouvelles expériences, des nouvelles observations feront que ce consensus va voler en éclats. Mais en tout cas, il faut que ce consensus émerge pour être dit, et le monde a besoin de cette expression des vérités scientifiques du moment, parce qu'elles ne sont jamais absolues, elles peuvent être contrecarrées à tout moment. Alors effectivement, ça prend du temps. En revanche, je pense que donc, au niveau du public, on fait de la médiation. Au niveau des décideurs politiques, on est en mesure de fournir des expertises scientifiques sur tel et tel sujet, parce que là aussi, des questions se posent, et des questions de politique publique ont besoin de réponses de nature scientifique avant de pouvoir être décidées. Je prends par exemple des questions sur des problématiques environnementales qui ont trait à l'implantation des champs d'éoliennes en mer, par exemple. Oui, sur le fond, il y a une question scientifique qui consiste à savoir quel sera l'impact de l'implantation de ces champs sur la faune et la flore. Et ça ne demande pas des opinions, ça demande des réponses scientifiques qui reposent sur de l'expérience, de l'expérimentation et l'élaboration d'un consensus. Alors, peut-être un dernier petit point, parce qu'on va passer, je pense, après aux questions de la salle. Juste une dernière petite question. Aujourd'hui, c'est la science et tout ce qu'on peut en imaginer comme développement, c'est une compétition internationale très rude, très compliquée. Donc, en France, on a sûrement des atouts, mais on a aussi peut-être des faiblesses. Est-ce que la plus grosse faiblesse en France pour transformer l'essai, j'ai envie de dire, c'est le financement? Est-ce que ça reste le financement ou c'est un mythe? Tout à l'heure, quand on parlait de danger possible de la recherche fondamentale et de l'innovation, j'allais aborder ce point-là. Quand on regarde de manière très rationnelle, c'est une étude qu'on a fait à l'université il y a quelques années, le budget de l'établissement de l'université Paris-Saclay rapporté au nombre d'étudiants. On peut le rapporter au nombre de plein de choses, au nombre de publis, au nombre d'un certain nombre d'indicateurs. Et si on compare ce même budget à des universités dans les classements de Shanghai ou classées au niveau international, on est clairement beaucoup plus bas. Donc ça veut dire qu'on fait beaucoup avec pas beaucoup. Maintenant, que veut dire un modèle économique différent? Ça, c'est un vrai sujet. On n'est pas ni en France ni en Europe dans des modèles d'établissement avec des frais de scolarité énormes. Et c'est pas du tout ce vers quoi, en tout cas, moi, en l'occurrence, je souhaite aller. N'empêche que la question du financement se pose. Et la question aussi, quand on parle d'avenir à très long terme, c'est du vivier des talents. Puisqu'on parlait vous parliez de visibilité internationale, il y a aussi la notion d'attractivité. Pour avoir une très bonne recherche, il faut avoir de très bons chercheurs. Il faut avoir donc des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont envie de faire de la science, qui ont envie de s'embarquer dans ces carrières-là, que l'on attire dans nos établissements, que l'on attire en France ou en Europe, et qui y restent de manière durable. Et la place de la science dans la société, c'est complètement lié à tout ce qui a été dit depuis ce matin. Si les jeunes n'ont plus envie de faire de la science ou pensent que la science ne va pas dans le sens du progrès, ça ne va pas aller dans le sens d'attirer de meilleurs chercheurs et enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, on a une visibilité très forte dans nos établissements respectifs, et quand on regarde les recrutements, à chaque fois qu'on recrute un chercheur ou un enseignant-chercheur et on regarde d'où ils viennent, il y a des candidatures qui viennent un peu partout dans le monde, et c'est très bien, c'est aussi ça, l'international, mais je pense qu'on a quand même un regard particulier à avoir sur l'attractivité des talents, et comment les jeunes se projettent dans la science et dans la recherche. Un dernier petit point juste avant les questions. Ouais, pour revenir au sujet des limites, on a la chance en France d'avoir un environnement qui a été métamorphosé depuis une bonne dizaine d'années, s'agissant de l'accompagnement de l'innovation. Avec beaucoup d'argent qui a été mis en place par l'État au travers de France 2030, au travers de BPI France, son bras armé, qui fait que, sans être caricatural, aujourd'hui un bon projet de création de start-up basé sur des résultats de recherche publics va trouver des moyens de financement jusqu'à un certain point. Et ces limites, elles vont se trouver lorsque la société, la start-up créée, va avoir des besoins de financement qui vont commencer à se chiffrer en plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Ça peut être le cas des start-up dans le domaine biomédical qui ont besoin de faire des études cliniques potentiellement à plusieurs centaines de millions d'euros. Ça peut être des start-up industrielles qui ont besoin de créer des entreprises un peu significatives, enfin, pardon, des entreprises, des usines un peu significatives. Et là, on a un déficit de financement au niveau national parce que il n'y a pas d'investisseurs ayant des poches suffisamment profondes pour pouvoir mettre des tickets à 100 millions. Donc il y a toujours un plafond de verre. Donc il y a toujours une sorte de plafond de verre. Alors, l'écosystème y travaille, BPI France y travaille, la dimension européenne va sans doute être approchée de façon à pouvoir avoir des fonds d'investissement qui atteignent
le milliard d'euros, voire plus, de façon à pouvoir financer ce type de projet, qui restent des projets à risque, mais dont les besoins financiers sont importants. Et donc, malheureusement, on assiste souvent à une sorte de fuite vers l'international de ces entreprises qui rencontrent ces besoins financiers, mais qui rencontrent aux États-Unis ou en Asie des investisseurs susceptibles de les aider. Il y a une personne derrière vous qui s'approche avec un micro. Merci beaucoup, je rôde dans votre dos. Il nous reste juste quelques petites minutes pour prendre une ou deux questions, donc plutôt brèves si possible. Quelqu'un a-t-il des questions dans la salle pour nos invités Jean-Luc Moulet, Estelle Iacona? Je vois des mains qui se lèvent. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis chercheur au CNRS depuis une trentaine d'années. Je suis vraiment fier d'être dans un organisme national de recherche. C'est mon petit commentaire, j'aurais aimé voir le mot national ou nationaux derrière organisme, parce que, comme on l'a dit, c'est la collaboration en sciences, la science ouverte, c'est essentiel, et c'est parce que nous avons des organismes nationaux de recherche, on travaille aussi avec les universités, c'est pour ça qu'on avance. Et bon, et quand moi j'entends parler beaucoup de start-up, alors là j'aimerais que vous précisiez aussi, par exemple, en sciences humaines et sociales, il ne faut jamais oublier le social dans les SHS, j'ai pas beaucoup entendu parler d'exemples d'innovation dans ces domaines-là. J'insisterai sur l'interdisciplinarité, donc justement les sciences dures, y compris avec les sciences humaines et sociales, à travers l'exemple de la météo de l'espace, par exemple, la météorologie de l'espace, qui consiste à déjà observer et comprendre comment les éruptions solaires pourraient impacter le climat et la Terre, éventuellement les vols transcontinentaux, par exemple. Et donc là, moi, je serais farouchement opposé à ce qu'il y ait des start-up qui s'insèrent dans l'utilisation des données, dans la valorisation. Je pense qu'il faut que ça se fasse au niveau national, voire international. Mais du coup, est-ce que vous avez une question précise? Oui, la question c'est, vous avez parlé du temps long, par exemple. Le temps long, plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec la folie des appels à projets? Je parle de l'ampleur des appels à projets. Et donc, voilà, j'attire l'attention sur un rapport issu du CNESER du mandat précédent, auquel j'étais élu, sur l'impact des appels à projets, de leur amplification sur nos métiers. Votre réponse, monsieur, madame? Oui, très très bonne question. C'est un sujet qui amène beaucoup de discussions et de débats dans nos établissements depuis déjà plusieurs années. Et effectivement, la question du temps long, ça nécessite forcément un équilibre entre ce qu'on appelle les subventions récurrentes, enfin donc les financements réguliers, on peut dire, et les financements sur appel à projet. Donc pour moi, l'important, c'est un équilibre. Ça ne veut pas dire tout l'un ou tout l'autre, évidemment. C'est un équilibre qui permet à une équipe, un individu ou une équipe ou un laboratoire, à cette échelle-là, de travailler de manière sereine avec cette notion de liberté académique toujours comme ligne directrice, à la fois parce que cette équipe a suffisamment de ressources récurrentes, régulières, et peut aussi, pour ceux qui le souhaitent, les appels à projets, c'est pas une obligation, tout le monde n'a pas forcément son projet européen, etc. Mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, que nous, établissements, on les accompagne du mieux possible. On a beaucoup parlé de l'accompagnement aux collègues pour l'innovation, parce que c'était le sujet de la table ronde, mais on pourrait dire exactement la même chose à l'Université Paris-Saclay. On travaille beaucoup pour avoir des capacité d'accompagnement de nos collègues pour ceux qui souhaitent déposer des projets. Mais il faut évidemment qu'on se batte aussi, nous, en tant qu'établissement, pour que les financements qu'on appelle dans notre jargon récurrent soient là pour permettre cette liberté académique. Sinon, le talon n'existe plus, on est bien d'accord. Allez, il nous reste quelques secondes pour une dernière petite question. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Ma question est peut-être particulière. Je vois que les chercheurs font un cursus très particulier, des concours, des grandes écoles, etc. Mais quand ils travaillent, ils sont mal payés, selon moi. Pourquoi on ne les paye pas suffisamment parce qu'ils font comme travail? Est-ce qu'on a un ordre d'idée le salaire médian, on va dire, de chercheur au CNRS pour avoir une petite idée? Alors, en prenant du CR, non, il n'a pas l'info. Un maître de conférence débutant, là, il y a eu une augmentation par la loi de la LPR, une augmentation assez importante, en tout cas que moi j'avais jamais vue depuis que je suis dans ma carrière. Mais un enseignant-chercheur débutant, que je ne dis pas de bêtises, doit être à peu près un peu moins de 2 000 euros net, 1 700 euros net à peu près. Et les grilles sont publiques, vous les trouvez sur n'importe quel site. Maître de conférence,
C'est le niveau de débutant après une thèse ou un postdoc, et puis le haut de la grille doit être à, je sais plus, 5 000 €, quelque chose comme ça, 6 000, 5-6 000 €. Net, on parle en net toujours. Oui, je pense. Mais il y a sûrement des chercheurs qui peuvent me dire oui ou non dans la pièce, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça, c'est public, hein, vous trouvez sur toutes les grilles. Alors, je dis pour les enseignants-chercheurs, mais pour les chercheurs, je pense que c'est à peu près la même chose. Le point clé, effectivement, on serait plus heureux si les chercheurs étaient mieux payés. Il se trouve que nous sommes fonctionnaires et soumis à des grilles de rémunération déterminées par la fonction publique. Alors, en 2 mots, on rappelle le parcours, c'est donc 5 années d'études, une thèse, un postdoc en général qui peut durer plusieurs années, souvent à l'étranger, un concours qu'on rate ou qu'on réussit. Donc ça fait quand même pas mal. L'âge moyen d'entrée au CNRS. Et on commence à 2 000 €. Et effectivement, 32, 33 ans. Oui. Voilà, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos 2 invités. Merci à Olivier pour la modération. Et j'en profite également pour remercier l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris pour leur soutien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des festivités. À tout de suite.